À première vue, The Amazing Digital Circus ressemble à une série colorée, absurde, presque enfantine, où on va voir des personnages très expressifs, un univers de cirque numérique, des couleurs de partout, mais surtout une énergie ainsi qu'une ambiance étrange qui semble dire « ne réfléchis pas trop, regarde juste le chaos ». Mais justement, si cette série cartonne autant, ce n'est pas seulement parce qu'elle est bizarre, ni parce qu'elle a un style visuel qui est très reconnaissable, c'est parce qu'elle mélange trois choses très puissantes, comme l'univers qui est immédiatement mémorisable, un malaise psychologique qui est très simple à ressentir et surtout une stratégie de diffusion qui est parfaitement adapté à notre époque. Bienvenue dans le débriefarium, je suis l'observateur et si ce genre de débrief t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on ouvre un dossier tendance, d'ailleurs le premier. Pourquoi The Amazing Digital Circus cartonne autant? Je précise tout de suite une petite chose, cette vidéo n'est pas un résumé complet de la série. Donc si le sujet t'intéresse, va voir la série sur les plateformes officielles. Ici, vraiment, on va analyser, classer et surtout comprendre. Donc pour comprendre pourquoi ça marche, il faut d'abord comprendre le concept. The Amazing Digital Circus raconte l'histoire de Pomni, qui est une jeune femme qui se retrouve piégée dans un monde virtuel en forme de cirque numérique. Elle n'est pas seule, bien entendu, il va y avoir d'autres personnages qui sont aussi coincés dans cet univers, et au-dessus de tout ça, il y a Kane, une intelligence artificielle complètement extravagante qui organise des aventures, des jeux, des situations et totalement absurde. Donc oui, sur le papier, ça peut sembler, on va dire, simple, mais ce qui rend la série intéressante, c'est que derrière l'apparence comique et colorée, il y a quelque chose de beaucoup plus inconfortable, parce que la vraie question n'est pas seulement comment sortir du cirque, la vraie question, c'est comment tu restes toi-même quand tu ne contrôles plus rien. Et c'est là que ça donne un thème extrêmement fort. Quand on a regardé la série, on le comprend. Même si on n'a jamais été piégé dans un cirque numérique, et heureusement, on connaît tous cette sensation d'être dans un système qu'on ne comprend pas complètement, de voir parfois même jouer un rôle ou même faire semblant que tout va bien. C'est là que Digital Circus devient plus qu'une simple série animée. Le premier pilier du succès de cette série, c'est bien sûr le contraste, car Digital Circus a une apparence très colorée, des personnages qui ont des formes, on va dire, simples et lisibles, presque même jouées. L'univers est totalement exagéré, clownesque, mais le fond, lui, est beaucoup plus sombre. On va parler d'enfermement, de panique, de perte d'identité, de fatigue mentale, de personnages qui essayent de tenir dans un monde qui ne leur appartient plus. Et ce contraste fonctionne très bien parce qu'il crée une tension immédiate. Le spectateur voit quelque chose de mignon au départ, mais il ressent quelque chose de bizarre en continuant. Cette formule est très efficace aujourd'hui, on l'a déjà vu dans plusieurs œuvres modernes, des univers visuellement accessibles, presque enfantins, qui cachent un fond beaucoup plus dur. Pourquoi ça marche? Parce que ça attire vite, puis ça retient beaucoup plus longtemps. Le visuel te fait entrer et le malaise, lui, te fait rester. Donc si Digital Circus avait été uniquement sombre, il aurait été peut-être, il aurait peut-être touché un public plus restreint, et s'il avait été trop drôle et trop coloré, il aurait peut-être directement été oublié. Mais en combinant les deux, la série crée une question dans la tête du spectateur. En gros, attends, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et cette question sur YouTube, c'est de l'or. Parce qu'une bonne tendance ne repose pas seulement sur ce qu'on voit, elle repose sur ce qu'on a envie d'expliquer ensuite. L'autre grande force de Digital Circus, ce sont ses personnages. Et attention, je ne vais pas te raconter toute leur évolution, je vais simplement expliquer pourquoi ils fonctionnent si bien. Chaque personnage, bien entendu, semble représenter une manière différente de survivre dans ce monde totalement absurde. On va avoir notre chère Pomni, qui, elle, c'est l'entrée du spectateur. Elle arrive dans cet univers comme nous, perdue, paniquée, dépassée. Elle ne comprend pas du tout les règles. Elle va vite chercher une sortie. Elle est la question vivante de cette série. Ensuite, on va avoir Ragatha. Elle représente plutôt la tentative de stabilité. Elle essaie de garder une forme de douceur, de cohérence, d'humanité, même quand tout autour d'elle semble partir dans tous les sens. Ensuite, on va voir Jax, qui lui est très différent. Il utilise le sarcasme, la provocation, parfois même la cruauté, comme une armure, je dirais. C'est le personnage qui donne l'impression de ne rien prendre au sérieux, mais dans ce genre d'univers, ne rien prendre au sérieux peut aussi être une manière d'éviter le regard et le problème qu'il y a en face. Voilà, donc Gangle, avec ses masques et sa fragilité visible, fonctionne presque comme une métaphore directe de l'émotion. Ce qu'elle ressent se voit directement.
elle ne peut pas totalement cacher son état intérieur. Et c'est ça aussi qui la rend touchante. Kinger, quant à lui, représente l'anxiété, la confusion et la mémoire fragmentée. Il est absurde, mais il est aussi souvent très touchant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de cassé ou au moins de profondément usé en lui. Ensuite, on va avoir Zooble, de son côté, incarne le rejet, le refus de participer pleinement au jeu de Kane, et le fait d'être là surtout, parce que on voit là un certain malaise. Et bien sûr, je parlais de Kane, on finit par Kane, qui est l'énergie en fait incontrôlable du spectacle. Il organise, il anime, il impose, il transforme tout en expérience totalement absurde, mais son problème, c'est justement qu'il donne l'impression de ne pas comprendre complètement ce que vivent les autres. Et c'est là que la série devient très forte, parce que ce ne sont pas seulement des personnages marrants, ce sont des réactions humaines face à l'absurde. On va avoir la panique, la gentillesse, le sarcasme, la fragilité, la confusion, le rejet et surtout le contrôle. En les regardant, chacun peut reconnaître quelque chose, pas forcément tout, mais au moins une partie. Et un personnage qui permet au spectateur de se reconnaître devient beaucoup plus facile à partager, à dessiner ou même transformer en mème, en fan art, peu importe. Voilà pourquoi les personnages ne vivent pas seulement dans la série, ils vivent aussi dans la communauté. Maintenant, posons une question plus profonde. Pourquoi cette série fonctionne-t-elle autant maintenant? Pas il y a 20 ans, pas dans un autre contexte, maintenant. Parce qu'il y a une raison simple. Digital Circus parle à une époque où beaucoup de gens ont l'impression de vivre dans les systèmes qu'ils ne maîtrisent pas. On va avoir les réseaux sociaux, les algorithmes, la pression de l'image, la confusion numérique, les identités qu'on construit en ligne. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on est dépassé. Dans Digital Circus, les personnages sont coincés dans un monde artificiel, mais nous aussi, d'une certaine manière, on passe une partie de notre vie dans des mondes artificiels. On entre dans une application, on suit des règles, on porte un pseudo, on construit une image, on cherche une sortie parfois ou au moins une respiration. Alors évidemment, la série pousse tout ça à l'absurde, mais l'absurde fonctionne parce qu'il part d'une sensation réelle, la sensation d'être regardé, d'être coincé, de devoir participer, et aussi la sensation que le système continue même quand toi tu fatigues. Et quand une œuvre arrive à transformer une sensation moderne en univers visuel clair, ça peut toucher très fort. C'est ça que fait Digital Circus. Alors pourquoi The Amazing Digital Circus cartonne autant? Parce que la série a compris une mécanique très puissante. Elle attire par le spectacle, elle va retenir par le malaise, elle va proposer des personnages hauts en couleur et elle grandit grâce à sa communauté. Elle est colorée mais pas vide, elle est absurde mais pas gratuite, elle est drôle mais pas seulement légère. Et surtout, elle arrive au bon moment dans une époque où beaucoup de gens vivent déjà dans des environnements numériques, des avatars, des algorithmes et des systèmes qui ne contrôlent pas vraiment. Digital Circus transforme cette sensation en cirque. Un cirque drôle, bizarre, inquiétant, mais un cirque dans lequel beaucoup de spectateurs reconnaissent quelque chose. Et c'est probablement pour ça que la série fonctionne autant. Pas parce qu'elle donne toutes les réponses, mais parce qu'elle pose une question que notre époque comprend très bien. Qu'est-ce qu'il reste de nous quand le système décide du décor, des règles et du rôle qu'on doit jouer? Ça, c'était le dossier Digital Circus. Si tu veux découvrir l'œuvre, va la regarder. Je t'invite vraiment sur les plateformes officielles. Et si tu l'as déjà vu, pose-toi cette question. Est-ce que tu l'as aimé pour son univers ou parce qu'elle t'a mis face à quelque chose que tu ressentais déjà? N'hésite pas à me laisser un commentaire, de me dire toi en gros comment tu l'as vu, comment tu l'as ressenti. Au contraire, je te répondrai et ça fait toujours plaisir de parler avec la communauté. Ici, c'était le Débriefarium, je suis l'observateur, ma chaîne c'est comprendre vite, agir mieux et commencer aujourd'hui. Allez, ciao!